bien sûr, bonjour aux internautes, il y en a quelques-uns qui nous suivent. Et on va passer évidemment un bon moment ensemble puisqu'on va parler de la presse vidéoludique en France, bien sûr. Et j'ai à mes côtés évidemment deux castars. Évidemment, il y en a un qui nous vient de Paris, on le remercie d'avoir fait le trajet. Donc c'est Yves Brem, qui va se présenter dans quelques secondes. Il y a Boris Krivicki, qui est assistant-chercheur à la fois à mon service, mais aussi dans une équipe formidable qui s'appelle le Liège Game Lab, qui étudie évidemment tout ce qui concerne le jeu vidéo dans toutes ses dimensions. Et il y a Björn Olaf Dozo, qui va apparaître bientôt à l'antenne. Björn, qui est le créateur finalement du Liège Game Lab et qui associe autour de lui toute sa meute de chercheurs et de chercheuses, puisqu'il y a aussi déjà 5 doctorats qui ont été réalisés, je pense, dans la discipline, ce qui fait du Liège Game Lab quand même un acteur important dans le champ scientifique de cette discipline-là. Alors, mon cher Yves, présente-toi un petit peu. Que fais-tu dans la vie? Tu es d'abord quelqu'un, toi, qui était passionné par les collections de ces magazines, pas spécialement jeux vidéo, mais tu vas y arriver comment? Oui, j'étais vraiment passionné par les magazines de jeux vidéo, comme un peu tous les gens de ma génération au départ. Comment j'en suis après arrivé à me spécialiser vraiment sur l'étude de la presse jeux vidéo? C'est tout d'abord via l'association mo5.com, qui est donc l'association C'est européen, je pense. Alors, ça fait partie de la Fédération européenne. Européenne, d'accord. Mais c'est l'association française, la plus grosse association française sur la préservation du patrimoine numérique et vidéoludique. Donc autant du point de vue des machines, du software que des collections papier. D'accord. Et donc c'est via mo5.com que j'ai commencé à faire des petites recherches, d'abord complètement personnelles, sur la presse. Et après, de fil en aiguille, je suis devenu le présentateur des podcasts magazines. Donc on a invité les anciens journalistes de différents magazines. Donc on a fait 5 podcasts magazines jusqu'à maintenant. On avait aussi fait un podcast sur la chaîne No Life que j'avais aussi dirigé. Et donc c'est à partir de ça, en tant que d'abord secrétaire de l'association et puis de fil en aiguille expert de la presse spécialisé, que j'ai acquis un peu cette expertise qui m'a permis après de faire différents sujets, différentes présentations. D'accord. Et tu as deux formations, tu as quel profil, tu as fait quel parcours En fait, je suis démographe. Je suis plutôt je suis plutôt spécialisé sur les questions de population, de données statistiques et politiques de population. Oui. Ah bon, c'est amusant ça. Oui. Tu as étudié Alfred Sauvy, tout à fait, qui est venu d'ailleurs dans cette université il y a bien d'années. Le grand-père. Tout à fait. Très bien, merci pour cette présentation. Alors Boris, toi tu es évidemment, viens dans le champ parce qu'il ne faut pas dépasser le micro, voilà. On est en même temps filmé, donc il faut un peu jouer. Alors Boris, tu rencontres Yves comment es-tu entré dans le jeu vidéo finalement? Moi déjà je suis entré dans le jeu vidéo grâce à Björn qui m'a suggéré tout simplement de faire une thèse sur la presse jeux vidéo, sinon j'en aurais jamais eu l'audace. Moi je travaille avec Marc Vanès qui est très porté sur l'investigation journalistique, et donc quand il s'agissait de réfléchir à un sujet de recherche, bien avant de penser à écrire un ouvrage, je réfléchissais à quelque chose sur les nouvelles écritures, sur l'enquête, comment elle évolue en termes numériques. Et puis c'est en découvrant le cours d'histoire et analyse des pratiques du jeu vidéo à l'université de Liège, en rencontrant Björn, qu'on est venu petit à petit à travailler sur la presse jeux vidéo, et en discutant avec Marc, d'en venir à l'enquête dans la presse jeux vidéo. Et puis en faisant cette thèse, je me documente évidemment, on va y venir après, mais la presse jeux vidéo, il n'y a pas beaucoup de sources, mine de rien, surtout la presse française, et du coup une des sources majeures que je trouve, ce sont les podcasts de MO5 sur les magazines, faits par Yves en fait. Et donc je me retrouve à écouter ces podcasts qui durent parfois 3-4 heures. C'est long. Qui sont très fournis en anecdotes, etc. Et en même temps qui sont des sources de première main parce qu'ils
ils font venir des journalistes du milieu, des anciens souvent, mais parfois aussi des personnes actuelles, et qui racontent comment ça s'est passé. Donc quand on s'intéresse au sujet comme moi, c'est passionnant. Donc j'ai fait énormément de retranscriptions. Et puis je voyais bien que Yves avait une connaissance encyclopédique de la presse jeux vidéo, qu'il avait une vision très très large. Alors que moi, étant plus jeune, j'ai 12 ans de moins, j'ai lu la presse dans ma jeunesse, mais tous les premiers magazines notamment, je les connaissais beaucoup moins par moi-même, donc je devais me documenter sur ça. Et donc tout simplement, j'ai commencé par contacter Yves en lui demandant s'il voulait bien relire mes pages, jeter un œil, qu'on échange des sources, etc. Voilà, ça n'a pas été plus loin dans un premier temps. Et puis après est venu sur la table ce projet d'ouvrage qu'il avait déjà commencé. Donc il avait déjà commencé le chantier à rédiger une première version en long cours. Et il s'est dit, maintenant, j'aimerais bien finaliser ce projet. Donc là, on est autour de début 2018, je pense, quand on se dit vraiment, OK, on va faire ce bouquin. Et 2 ans plus tard, le voilà. Parfait. Alors à propos, je vais passer la parole à Björn tout de suite, mais puisqu'on parle du bouquin, l'enchaînement est facile. Donc voilà, tout chaud, tout beau. Moi, je le découvre aujourd'hui. Je crois que tout le monde. Vous aussi. Donc, vous êtes arrivés avec 3 carrosses pour les porter. Donc il y a 2 versions. Il y a la version pour les fauchés. 24,90 €, 400 pages. Une cover d'enfer, vous voyez. Donc on reprend évidemment là les grandes stars de ces magazines. Vous avez épluché, je crois, 260, 250 226 titres. J'exagère. Oui, 226 226 je crois que c'est ça, 226 ou 27. Mais si tu ajoutes les magazines étrangers... Oui, mais ça, c'est juste la presse francophone française. Même. Ouais, française, 226 titres. Et vous avez en plus, évidemment, rencontré toute une série de journalistes qui ont exercé leur talent aux différentes époques que l'on va scanner tout à l'heure ensemble. Et puis, alors, pour ceux qui ont gagné un bon prix à l'euro-million, il y a une version de 10 € plus chère, 35 €, collector. Donc là, vous voyez, c'est un peu la cover un peu pour les fauchés, tout ça, qui s'écorne un peu. Mais très très bien fait, 400 pages, je le maintiens. Je fais mon Belmar ici. Et alors, vous avez la version, évidemment, de Prestar Start, qui est donc en coffret collector. Combien de numéros avez-vous fait avec votre éditeur ? 1000. 1000. Alors ici, moi, j'ai le numéro 544. Et il se présente comme ceci, avec une couverture bien cartonnée. Donc là, vous pouvez le feuilleter, le martyriser, l'emmener avec vous dans votre sac à dos. Et avec en guest, on a ici le supplément, qui est là, évidemment. Comme dans les magazines de l'époque. Comme dans les magazines de l'époque. Comme dans Pif Gadget, il y avait toujours un petit quelque chose. Donc voilà. Voilà, j'ai fait l'article, c'est très très bien. Donc le supplément concerne la presse magazine à l'étranger. Et ça, c'est effectivement, c'est essentiellement un travail de Yves. Tu veux peut-être en dire rapidement quelques mots. Et j'ai dit 35 €, donc 24,90 ou 34,90. 34,90. Et on peut payer en 4 fois. Alors, tu voulais ajouter? Donc juste pour le supplément, donc c'est j'ai essayé, et avec l'assistance de Boris, mais c'est vrai que c'est surtout moi qui ai travaillé sur ça, de vraiment montrer les magazines les plus originaux d'un point de vue dans le monde. C'est-à-dire le but n'est pas de démontrer quels sont les gros magazines de chaque pays, mais plutôt quels sont les magazines qui sont intéressants d'un point de vue francophone, c'est-à-dire les magazines qui sortent de l'ordinaire par rapport à ce qu'on a connu en termes de presse jeux vidéo francophone. Et ça couvre vraiment un maximum de pays. Il y a l'Indonésie, il y a la Slovénie, il y a le Mexique, bien entendu, il y a le Japon, les États-Unis, les gros pays, mais il y a aussi des petits pays qui ont malgré tout développé une petite presse papier jeux vidéo, qui pour beaucoup n'existe plus pour les petits pays, mais pour certains ça existe encore maintenant. Il y a la Finlande qui a pas mal de magazines. Enfin voilà, c'est des magazines un peu intéressants, avec un peu des fun facts sur quelles sont les particularités de ces magazines. Et en même temps, il y a aussi, on est aussi allé un petit peu plus loin sur la presse britannique et la presse japonaise. On a fait un petit focus là-dessus pour savoir quelles étaient les différences ou les similarités, parce qu'il y a finalement beaucoup de similarités, notamment avec la presse occidentale. La presse japonaise, c'est déjà un peu plus différent, avec la presse française francophone. Bien, alors peut-être un mot, parce qu'on a la chance d'avoir les deux auteurs en même temps.
Omake, donc c'est quelle maison d'édition? Elle est un peu connue. Vous l'avez trouvé comment? Il vous accompagnait dans le projet? Vous avez laissé en freestyle? Comment ça s'est passé? Donc c'est lui qui est venu, c'est Florent Gorge, notre éditeur, qui est venu voir Yves avec la proposition de sujet. Puisque finalement, comme on le disait, c'est raconté dans l'intro, je pense. Il y a très peu de personnes qui sont spécialisées autour de ces sujets-là. Déjà dans la recherche, mais même de manière plus générale. Et c'est une maison d'édition qui est très orientée culture geek au sens très large, qui va autant sortir des guides pour comment être le meilleur à Call of Duty Warzone, que des artbooks, que des livres plus comme le nôtre sur l'histoire, qui font parler les développeurs, etc. Sur la culture japonaise aussi pas mal de choses là-dessus. Ils éditent aussi des bandes dessinées, notamment des mangas qui ne sont pas édités par un autre éditeur. Donc c'est en effet très... Omake veut dire bonus en japonais en fait. Donc, voilà, c'est bonus, tout ce qui oui, ça veut bien dire, supplément. Ouais, supplément. Parfait. Alors on va présenter le 4e personnage dans l'aventure, c'est évidemment Björn. Si tu veux t'avancer Björn, comme ça on va te faire entrer dans le champ. Bonjour. Alors Björn, peux-tu aussi te présenter? Tu es évidemment à l'Université de Liège, j'ai déjà dit 2-3 mots de toi, mais progressons. Oui, mais très rapidement, donc, je suis chercheur en culture populaire et humanité numérique, et avec quelques jeunes chercheurs, on a fondé le Liège Game Lab en 2016. Oui. Et en fait, avant cette formalisation en collectif de recherche, il y a eu un colloque qui était un colloque Ludopresse, c'est-à-dire c'était la première impulsion un peu universitaire sur la presse magazine spécialisée sur le jeu vidéo en français. Et c'était en collaboration avec Paris 3, Alexis Blanchet, qui est professeur là-bas, Mathieu Triclot, qui est professeur à Belfort, et Selim Hamouche, qui était post-doctorant à l'époque. Donc, tout ce petit monde s'est retrouvé, ça avait fait un petit peu le buzz. On avait eu même droit à la télé qui était venue faire un petit reportage, comment est-ce qu'on pouvait s'intéresser à ce type d'objet à l'université. Et c'est à partir de là que Boris a intégré vraiment l'équipe après la première année de cours et qu'on a vu dans cette presse un objet magnifique pour faire une thèse très particulière. Et donc, c'est comme ça qu'est né réellement et que s'est prolongé, je veux dire, l'intérêt pour les magazines en tant que tels. Parce que, et ça, je me dis que ça vaut peut-être la peine de faire un lien vers le bouquin directement. Sur la presse elle-même, il n'y a pas tellement de sources. On l'a répété, on va le voir au fur et à mesure. Mais la presse en tant que telle peut servir de source pour d'autres types de recherches sur le jeu vidéo. Et donc, c'est cette mise en abîme presque qui est intéressante à observer, parce que la presse devient une trace des pratiques anciennes ou une trace de la vision qu'on pouvait avoir sur le jeu vidéo au fur et à mesure des époques, sur les 40 ans. D'ailleurs, c'est une mémoire, quoi. Voilà, c'est une mémoire, et vous le montrez fort bien dans la scansion de vos différents chapitres. Et donc, pour travailler là-dessus, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à partir de quoi, à partir de quel type de source vous avez pu travailler. Parce que, en commençant le projet, j'avais mes magazines d'enfance, grosso modo, et quelques sources numériques, mais ça m'intéresse de voir comment vous avez pu rassembler tout ça, parce que 226 magazines, ça me paraît colossal à dépouiller. Donc, je ne sais pas, Yves, Boris peut-être Yves d'abord qui a commencé... Merci bien. Les recherches de son côté, avant qu'on travaille ensemble, tu avais déjà répertorié toute une série. Oui, voilà. Sur le dépouillement des magazines, il faut vraiment leur rendre hommage. Il y a le site abandonware-magazine.org qui s'est donné comme mission, c'est un site complètement bénévole, de manière bénévole, de numériser un maximum de magazines informatiques et de jeux vidéo. Sacré boulot. Francophones. Donc il y a certains magazines qui sont entièrement numérisés, notamment Tilt, Player One, beaucoup de magazines précurseurs. Et ça, c'est la première source, parce que c'est souvent là sur lequel on tombe, même par simple intérêt, retrouver un ancien test, retrouver des tests de journalistes qui maintenant, 20 ans après, font des choses complètement différentes, ça peut être assez amusant d'un point de vue personnel.
Et puis après, pour compléter ça, il y a un site, je trouve qu'il faut aussi le citer parce que il référence pas mal de magazines qui s'appelle Digitpress, il me semble, on l'a mis dans la liste des sources, mais qui est un site qui n'est plus mis à jour depuis 2005, donc malheureusement, mais qui existe toujours, en tout cas il n'a pas été mis off. Qui aussi référence tout un tas de magazines, y compris de magazines qui n'ont pas du tout été numérisés sur Abandonware, parce que quand il n'y a aucun magazine numérisé sur Abandonware, le magazine n'apparaît pas. Et à partir de là, bien entendu, j'ai complété en allant dans la base de données de la BNF, de la Bibliothèque nationale de France, qui référence tous les magazines, puisque le dépôt légal oblige les éditeurs à... oblige théoriquement, il y en a qui ne le font pas, mais théoriquement à déposer en tout cas les magazines qui sont édités en kiosque, les titres papier, mais je crois qu'il y a tout aussi, je crois que les ouvrages, les livres, etc., tout ça sont référencés à la BNF. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que il faut quand même avoir vent de l'existence du magazine. Et si on fait juste une recherche de vidéo sur la BNF, on va tomber sur 50 millions de trucs. Donc, de fil en aiguille, au fil des recherches, on a référencé 226 titres. C'est pas impossible qu'il y en ait plus. C'est pas impossible qu'il y ait des titres qui ne soient même pas référencés par la BNF. Notamment tous les titres en général qui, au bout d'un ou deux numéros, disparaissent, ce qui est quand même le cas, je pense, de la moitié des 226 titres qu'on a pu citer. Mais voilà un peu donc, sur ces recherches pour vraiment essayer d'avoir un listing exhaustif, le plus exhaustif possible, sur tous les magazines qui ont été édités en France. C'est surtout ces trois sources-là. Donc tu es le premier démographe de la presse magazine dans le jeu vidéo. Oui. C'est une certaine manière, tu es le démographe, l'Alfred Sauvy de... Voilà. Très bien. Alors pour compléter ça, donc Yves il a écrit une première version du bouquin de tête. Ça peut paraître impressionnant, mais avec ses souvenirs, avec les conversations qu'il avait pu avoir, il a fait un premier draft comme ça, et il m'a soumis ça. Et puis évidemment, quand on est chercheur et qu'on est face à des citations qui viennent de souvenirs, un des premiers réflexes, et c'est pas pour dire que Yves manque de méthode, parce qu'il a très vite été d'accord avec moi, mais un des premiers réflexes, c'est de dire, ok, il faut qu'on retrouve où sont ces citations, faut qu'on les vérifie, faut qu'on les recoupe, et puis toute une série d'informations. Et c'est là où je prends aussi ma casquette de journaliste, parce qu'il y a une forme d'enquête, d'enquête historique. C'est de dire, il y a des personnes qu'il faut retrouver, il y a des personnes qui sont encore dans le milieu maintenant, et il faut qu'on les fasse parler, quoi. Et c'est un livre qui prend le parti, et qui l'assume complètement, on le dit dans la conclusion, de raconter l'histoire de cette presse du point de vue des journalistes. On aurait pu l'écrire du point de vue des éditeurs, des lecteurs, ou des joueurs et joueuses. On a vraiment choisi de mettre ce focus-là. Donc on a interviewé à vue de nez une cinquantaine de sources, de figures du milieu, pour tout simplement, des fois de manière très précise, vérifier une information, la recouper, mais des fois de manière plus large, pour qu'ils nous racontent une époque, pour déconstruire certaines mythologies, etc. Donc c'est l'autre pan. On a consulté des milliers de pages d'archives numérisées, etc. Et puis il y a ces entretiens qui sont aussi très importants. Très bien, voilà, on voit un petit peu le chantier, c'est quand même impressionnant. Peut-être pour ajouter, au-delà des entretiens, il y a quand même, alors c'est vrai qu'on l'a vu dans la première slide, il y a relativement peu de sources, mais il y a quand même des livres, quelquefois, qui ont été écrits sur le sujet, notamment l'histoire de Player One, la biographie de HL Alain Huyghe-Lacour, qui a été rédacteur en chef de Console Plus, mais qui a aussi été avant à Joystick, Joypad, Tilt, donc qui a eu presque 20 ans de carrière. Voilà, exactement. Et qui a eu une vie avant, parce qu'il a commencé à 40 ans. Il a commencé à 40 ans dans la presse jeux vidéo. Il a fait du rock. Pas son costume. C'est pas son costumier. Les Forbans, il a été agent des Forbans, je crois, des choses comme ça. Il a eu une vie avant, entre 20 ans et 39 ans. Et à 40 ans, il s'est dit, finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu vidéo. Il est rentré à Tilt et après, il a fait carrière jusqu'à sa retraite dans la presse. D'accord. Là, on l'a pas mis, mais il y a aussi l'histoire, l'âge d'or du jeu vidéo et de la presse jeux vidéo de Jean-Marc Desmoly, je me Destroy, qui a aussi été très longtemps dans le milieu de la presse. Donc il y a quelques sources qui sont, c'est vrai, assez rares et qui racontent bien entendu l'expérience personnelle des auteurs. Et puis en parallèle, il y a de temps en temps, mais c'est vrai que c'est tous les 2-3 ans maximum, des conférences sur l'histoire de la presse jeux vidéo ou des podcasts ou des choses comme ça qui en général donnent la parole souvent à des chercheurs, parfois à des journalistes, souvent à des journalistes un peu plus récents que anciens. Et donc impérativement, on a aussi réuni
on était à l'écoute dès qu'il y avait quelque chose qui pouvait nous intéresser. Oui, on peut citer le podcast consacré exclusivement à l'histoire du magazine Joystick par Corentin Lamy. Donc là, il a vraiment ciblé un seul magazine et il fait raconter des membres, des journalistes de toutes les époques. Il les fait parler, il leur fait raconter cette histoire-là. Donc ça fait partie des sources aussi. On va peut-être... Voilà, mais je pense dans le vif de la maintenant on va entrer vraiment dans le corps du bouquin. Je vais peut-être vous laisser d'ailleurs la place, comme ça vous savez vous coordonner. On se retrouvera tout à l'heure, puisque vous avez un PowerPoint. Oui, on va aller à la buvette, tout ça. On va sortir notre joystick. Comme ça, vous entrez. Donc on va faire le chemin en fait des grands moments du bouquin. On va commencer avec les précurseurs forcément, les tout premiers magazines qui émergent. Là, on est en quelle année ? 82. 82, voilà. Et on joue à quoi à ce moment-là ? On joue sur micro-ordinateur. Oui. On joue quand même déjà. On joue sur console parce que c'est avant. Il y a quelques. C'est avant la. Les Commodore ou l'Atari 2600, Atari, l'EcoVision. Il y a les premiers Commodore, mais c'est peut-être pas encore trop les micro-ordinateurs. C'est encore l'époque des premières générations de consoles. Et toi, en 82, tu as quel âge ? J'ai 2 ans. T'as 2 ans. J'ai pas acheté Tilt. Tes parents sont là. C'est 10 ans avant ma naissance. T'es encore nulle part. Voilà. Je vous laisse la parole pour nous faire cette balade historique. On se retrouve tout à l'heure. D'accord. Je t'en prie, Yves. Donc Tilt, c'est un peu une idée originale parce que le jeu vidéo commence un petit peu à se développer, mais dans les faits, les premières consoles distribuées en Europe, c'est à partir de 1980-1981 avec les vidéopacks de Philips, l'Atari 2600, etc. Il y a en effet des micro-ordinateurs, mais il y a relativement encore peu de jeux dessus, même si ça commence déjà à jouer. D'ailleurs, en général, chaque pays a son propre micro-ordinateur. Il y aura le MO5 en France, il y aura le DAI en Belgique, etc. Il y a vraiment des particularismes. Et Tilt tente le coup sur une idée qui vient de gens qui ne sont pas du tout passionnés de jeux vidéo. C'est des étudiants en Cagne, il me semble, qui décident de se dire tiens, on va essayer de monter un magazine, un truc presse, peut-être une expérience, je pense, qui devait être pour eux intellectuellement intéressante. Et donc, ils décident de lancer Tilt avec un gros éditeur, parce qu'ils avaient des contacts avec un gros éditeur, c'est aussi pour ça que ça s'est fait, mais qui a bien entendu pas du tout été pris au sérieux. Les gros éditeurs jugeaient que le jeu vidéo, et c'était pas complètement faux à l'époque, c'était surtout les enfants qui y jouaient, même s'il y avait déjà des gens comme Alain Biglacourt qui y jouaient, mais c'était surtout quand même des enfants qui y jouaient. Mais ils n'ont pas non plus pris un risque énorme parce que finalement les gens n'étaient pas très bien payés, ils étaient dans des locaux un peu pourris, etc., etc. Et en fait, le magazine va très bien marcher. Il va très bien marcher parce qu'il y a les enfants l'achètent, mais les adultes qui s'intéressent aussi aux jeux vidéo, pour eux, c'est la délivrance. Ils disaient enfin, on trouve en kiosque un magazine qui s'intéresse à notre passion et qui peut nous... Donc vous voyez un peu la première couverture, on est sur des screenshots qui sont en général de très, très basse qualité. Déjà, les graphismes de l'époque sont impérativement moins chatoyants que maintenant, mais en plus, c'est des très basses qualités, mais les gens se retrouvent en fait, et ça va en même temps créer un peu une espèce de communauté. Mais ce qui est amusant, et c'est ce qu'on montre dans le livre, c'est que les gens qui vont y travailler ne sont pas foncièrement des fans de jeux vidéo au départ. Ils s'y intéressent un peu, mais voilà, sans plus. Et ils vont avoir un langage finalement, bien qu'ils n'aient aucune formation journalistique non plus, un langage plus journalistique, moins passionné, un langage très adulte finalement pour un magazine qui est plus pour les enfants. Mais ça ne va pas poser de problème, ça va très très bien marcher. On est déjà sur les premières années à 50 000 de diffusion mensuelle, c'est ça ? Oui. Et voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter des choses par rapport à Tilt, mais ce qui est surprenant, c'est que pendant plusieurs années, il ne va pas y avoir de concurrents, en fait. Il faut attendre 1987 pour avoir un autre magazine vraiment orienté jeux vidéo, c'est Génération 4. Alors, entre-temps, il y a quelques autres acteurs, mais qui sont plus quand même orientés autour de la micro-informatique. Moi, je voulais quand même faire potentiellement intervenir Marc, s'il le souhaite, sur l'exemple d'Hebdogiciel, qui est un hebdomadaire, comme le nom l'indique, consacré à l'informatique, mais un exemple assez étonnant. Ça va durer 4 ans, de 83 à 87, et c'est un peu le Charlie Hebdo de l'informatique, en fait. Donc, avec des gros titres comme celui-là, « Désolé, l'informatique, c'est de la merde », qui est resté un peu emblématique. C'est un titre de presse qui s'est pris plein de procès, qui a dû fermer au bout d'un moment à cause de ça, parce qu'ils étaient trop impertinents.
qui était intéressant aussi parce que il faisait beaucoup contribuer les lecteurs. Donc il y avait des listings à encoder sur votre machine pour pouvoir avoir des programmes, et il demandait aux lecteurs de leur envoyer des listings, et puis après il les rémunérait apparemment. C'est ce qu'ils annoncent, et puis on n'a jamais réussi à jamais su s'ils étaient vraiment vérifier ça. Mais voilà, nous ce qu'on retient, c'est ce ton-là, et qui en fait va inspirer. On a mis Joystick sur la slide précédente, qui arrive en 90, qui va être célèbre pour son ton très, je ne vais pas dire satirique, mais en tout cas très, très piquant, très moqueur parfois, beaucoup de distance. Et voilà, donc là on a été rechercher une citation d'un rédacteur de l'époque qui après va se retrouver dans Joystick, Michel Desangles. Je suis très fier de ce titre, donc désolé, l'informatique c'est de la merde, affiché sur quelques dizaines de milliers de kiosques un été, alors que la majorité des Français ne connaissaient même pas le mot informatique donc. Le fait qu'ils apprennent simultanément que 1, il existe un truc qui s'appelle informatique, et que 2, c'est de la merde de toute façon, m'avait fait rire. Je ne sais pas si, Marc, par rapport à l'esprit Charlie Hebdo, est-ce que toi qui connais bien ce titre historique, est-ce que tu vois un parallèle à faire ou Alors le parallèle est évident, c'est que d'abord l'humour est d'abord un vecteur de connivence avec les lecteurs. On peut faire de l'info très sérieuse avec évidemment beaucoup d'humour. On voit dans Charlie Hebdo, il y avait Harakiri, il y avait toute une presse pour parler de la française, il y avait francophone belge aussi, il y avait toute une série de titres qui sont plutôt à droite aujourd'hui, Ubu, Pérubu et des choses comme ça. Bon là, on va mettre ça à la poubelle tout de suite. Mais il y a aussi le bateau ivre, enfin il y a eu plein de tentatives, et c'est parfois aussi des journaux d'étudiants. Tu as fait partie d'ailleurs d'un journal ici à Liège, le Poiscaille, que vous avez créé avec tes copains en journalisme. Et donc, n'oublions pas aussi qu'il y a un grand journal d'investigation en France, qui est évidemment le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné a quand même sorti, mais alors là on est un tout petit peu avant la période des années 80, 90, on dit chez nous, hein, mais on sait traduire. Et le Canard va avoir des journalistes hyper investigateurs qui viennent pas spécialement des écoles de journalisme. Ils ont aussi appris le job un peu sur le tas, surtout qu'à l'époque, on faisait très peu des écoles de journalisme. Mais ce sont, par exemple, les journalistes les mieux payés de France. Parce qu'on va vraiment les chercher. D'abord parce ce sont des chasseurs, mais ce sont aussi des gens qui savent raconter des histoires avec le plus grand sérieux, et ils vont sortir pas mal de choses. On voit encore aujourd'hui, le Canard, d'ailleurs, sa maquette n'a pratiquement pas changé, elle est historique depuis au moins, je crois qu'il y a bien 100 ans, le Canard. Et on voit aussi qu'il convoque évidemment des humoristes. Est-ce qu'il y a aussi des dessins humoristiques, etc. Oui, on fait un petit focus dans le livre sur le dessin de presse dans la presse vidéo. Et là encore, c'est un parallèle qu'on peut faire. C'est un des buts qu'on a avec le livre, c'est d'intéresser pas uniquement les fans de jeux vidéo, les connaisseurs de jeux vidéo, mais aussi les gens qui s'intéressent au monde des médias, au monde de la presse au sens large, et de montrer qu'il y a plein de parallèles à faire. C'est ça. Et les créateurs de cette équipe-là, on va avancer évidemment, les créateurs de cette équipe-là, ils viennent de quel milieu? Vous l'avez un peu identifié? Ce sont des gens qui viennent de la presse classique et qui veulent importer un modèle satirique qui s'adresse à la politique, à la vie, etc. Comme pas nécessairement. Donc, Hebdogiciel, on n'en parle pas beaucoup dans le livre, c'est plus un clin d'œil qu'on fait par rapport au côté satirique, mais effectivement, ça va être plus ce gars-là, Michel Desangles, c'est un mec qui va se faire recruter par hasard. C'est vraiment, il a vu de la lumière, il est entré, il cherchait quelqu'un, et il a eu une plume qui s'est développée. Ça va être disons que ça va bien matcher, ça va bien être relié aux jeux vidéo après, dans l'époque des années 90, ce ton-là particulier. Mais est-ce qu'on vise toujours un public dit enfant avec ce magazine-là, ou on passe déjà avec des connivences justement avec un public déjà plus adulte? Et Logiciel, c'est un petit peu plus adulte. Parce que on le dirait, hein. Tout à fait. On le dirait. C'est plus un magazine déjà parce informatique. Oser des titres comme ça, c'est pas le niveau Tata Spirou, quoi. Hein, oui. Et puis c'est une presse qui va grandir. Truculente. Qui va grandir avec son lectorat et qui va évoluer. Et finalement, ça s'adaptait un peu aux deux, parce que finalement, ils avaient tout ce qui était actualité informatique, où justement l'informatique c'est de la merde, etc., qui ne pouvait plus s'adresser aux adultes. Mais comme ils avaient sur quasiment la moitié, voire peut-être plus du magazine, des listings à recopier,
où en fait on tapait les listings sur ordinateur et ça nous faisait un jeu à la fin. Donc ça faisait des jeux gratuits en fait en tapant les listings. Après il fallait faire aucune erreur. C'est ça le truc. Et ben aussi finalement les enfants aussi se sont imprégnés de ce ton-là. Et après quand ils sont devenus adolescents, etc., ils ont pu retrouver ce ton-là dans un certain nombre de magazines. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle là. C'est que ce ton-là, il a surtout perduré à Joystick ou dans les magazines où Michel Desangles a travaillé, mais il a aussi été copié, bien entendu, avec plus ou moins de succès, mais il a été aussi copié par beaucoup de magazines qui voulaient prendre ce ton un petit peu satirique dans leur c'est plutôt une façon d'écrire dans ces magazines en général, non? C'est d'utiliser quand même parfois des formes humoristiques, peut-être pas dans toutes les rubriques, mais on peut s'autoriser un ton. On ne raconte pas des catastrophes, on ne raconte pas... On est quand même dans un milieu ludique aussi. C'est la perche parfaite pour enchaîner en fait vers la période d'après. Donc où on est dans ce qu'on a appelé dans le bouquin, mais qu'on appelait déjà avec Björn au début de nos recherches, l'âge d'or, parce que tout simplement c'est le moment où il y a plein de titres qui arrivent et où, comme vient de le dire Marc, l'humour, les mises en page très colorées, la déconne, les blagues potaches vont être... généralisé pour deux raisons. Déjà, il y a des rédacteurs qui débutent très jeunes, donc certains à 15 ans, 16 ans, même 13 ans pour Jean-Philippe Alba dans Banzai et Supersonic. Et on va retrouver presque une envie qui est intéressante par rapport à la définition que se donnent les journalistes jeux vidéo. Et peut-être, Björn, tu voudras ajouter des choses à ce sujet, qui est un peu à contre-courant du journalisme. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, il y a un exemple qui vient de Superpower avec l'ours, donc qui est l'endroit normalement où on retrouve le dépôt légal, l'éditeur responsable, ce genre d'informations statiques, où là, ils vont s'en servir pour raconter plein de bêtises. Donc, ils vont faire des blagues sur un tel qui a perdu des points au permis de conduire, machin qui est au régime, et machin. Et donc, ça montre bien que, voilà, même un espace qui est soi-disant officiel, on va s'en servir pour faire des private jokes, un humour qui a un peu vieilli quand on le regarde aujourd'hui, mais qui en même temps convoque une certaine tendresse et qui était important pour l'attachement des lecteurs. Et là, donc, on passe complètement sur une ligne éditoriale complètement différente de Tilt, puisque donc c'est les passionnés qui prennent, si vous voulez, le pouvoir. Donc les passionnés prennent le pouvoir dans ces magazines et ils s'adressent directement à leurs lecteurs, comme à des amis, les amis de papier, justement, je crois que Björn, c'est de toi, et c'est une vraie réalité, c'est-à-dire qu'ils s'adressent à des potes, c'est comme si c'était à la récréation, et qu'ils s'adressent à des potes, donc là, par contre, on est très très loin, bien entendu, c'est des magazines, quand on les revoit après coup, on sait honnêtement qu'ils ne sont pas très très bien écrits, mais c'était ce que dit Alain Huyglacourt, justement, est particulièrement intéressant. Soyons clairs, si dans un test on a 5 fautes d'orthographe par ligne, ce qui est à peu près le niveau des journalistes que j'engageais à l'époque, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, le public, ça ne le gêne pas. Par contre, si vous dites qu'il y a 7 coups spéciaux, alors qu'en fait il y en a 8, vous recevez 3000 lettres d'insultes. C'est le problème de la presse spécialisée, la seule chose qui compte véritablement, c'est la connaissance du sujet. Si on écrit bien, c'est un bonus. À Tilt, c'était important, mais ça devient presque secondaire. Et pour revenir juste sur la citation d'avant, si c'est possible, oui, voilà. Pour montrer que c'est des passionnés et que c'est des jeunes, c'est une déclaration de Yann Serra qui était à l'époque à Joystick Hebdo, qui était la version hebdomadaire de Joystick avant. Et je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Il nous dit qu'il ne fallait pas donner des salaires de journalistes à des gens, il fallait donner des salaires à des gamins passionnés par leur truc et qui à la limite se fichaient d'être payés car tout le monde habitait chez ses parents. Donc on voit là, parce que là on parle des plus jeunes, mais les gens qui avaient 18-19 ans, qui étaient la majorité des journalistes, ils habitaient aussi chez leurs parents et tout ce qu'ils voulaient c'était parler avec passion et en fait les salaires devenaient secondaires. Après, ça n'a pas empêché que comme ça a très bien marché, finalement après ils ont touché beaucoup d'argent ceux qui sont restés, mais c'est pour montrer qu'on est vraiment dans un état d'esprit de passionnés et cet état d'esprit est devenu la nouvelle base de la presse jeux vidéo et d'ailleurs Tilt a disparu parce qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter par rapport à ça. D'ailleurs, si je peux rebondir là-dessus, il y a deux choses qui me semblent importantes à pointer dans tout ce que vous pointez sur cette première génération. C'est d'une part, c'est un espace d'expérimentation formelle,
C'est-à-dire que le jeune gamin Jean-Philippe Albin à 13 ans, en fait, il écrit des tests sans points, sans ponctuation. L'objectif, c'est de voir jusqu'où il peut aller dans les incises, dans les parenthèses, dans les tirets. Donc il y a toute une recherche, malgré tout, sur la forme que peut prendre ce type de test. Les jeux sur l'ours, on les retrouve dans Canard PC à l'heure actuelle. Il y a toujours une blague dans l'ours. Et Canard PC, évidemment, c'est l'humour potache de Hebdogiciel et le sérieux du Canard enchaîné dans la volonté de sortir des choses qui défendent le consommateur. C'est comme ça qu'il se présente. Ça, c'est pour l'espace d'expérimentation formel, je veux dire. Et puis, il y a autre chose qui est assez fascinant, et ça, je suppose que vous en reparlerez peut-être à un moment, c'est la grande famille, le côté grande famille que ces rédactions pouvaient donner, c'est-à-dire la vie de la rédaction. Il y a même des rubriques dans ces magazines qui mettent en scène, soit sous forme de bande dessinée, soit sous forme de reportage, soit plus tard dans des petites vidéos promotionnelles. Chez nous à Joystick, les jeux vidéo c'est notre passion, ce qui était le slogan de ces vidéos dans Joystick. Des petites vidéos promotionnelles qui mettent en scène comment c'est bien, comment c'est formidable d'être rédacteur dans ces magazines. Voilà, mais c'est pas moi qui parle. Pardon. Si, tu parles aussi. On peut avancer dans la continuité de cet enthousiasme, de cette liberté, de tout ce que Björn a évoqué. Y a cette espèce d'âge d'or qui se prolonge avec un titre qui est iconique en termes de nombre de ventes, c'est PlayStation Magazine. Je me trompe pas, c'est le record de toute publication confondue qu'on n'a jamais eu. C'était au moins 5 fois plus que le deuxième qui se vendait déjà très bien. C'était jusqu'à 300 000 exemplaires. C'était pour certains qui... Enfin, il n'y a pas de chiffre officiel là-dessus, mais on disait à l'époque que c'était le premier magazine de France. C'est-à-dire que ça pouvait, sur certains numéros, se vendre plus que Télé 7 jours, Télépoche, enfin, et magazines hebdomadaires classiques. Ce qu'on veut dire ici par rapport à l'âge d'or, c'est que ça commence à économiquement extrêmement bien marcher. Ça commence à très bien se vendre, puisque la majorité des magazines se vendent à 50 000 exemplaires. Donc vous imaginez PlayStation Magazine, 300 000 exemplaires, ça commence vraiment à faire beaucoup. Donc il y a un âge d'or parce que les titres se multiplient et marchent, même de plus petits éditeurs, parce qu'il y a le public. Bien entendu, il n'y a aucune concurrence d'Internet, donc quand on veut des informations sur le jeu vidéo, on passe par ces magazines. Et en même temps, l'âge d'or, c'est aussi doré pour les journalistes qui travaillent dedans, parce qu'eux, ils ont accès à beaucoup de salaires. Donc, enfin, on va en reparler plus tard. Mais et c'est vrai que je pense que PlayStation Magazine, il y a eu une particularité qui fait que ça a eu aussi beaucoup de succès, c'est qu'il a proposé un CD de démo. Et en fait, le CD de démo, ensuite, est finalement devenu le véritable produit de vente. Le magazine est devenu presque secondaire, parce que la majorité des gens achetaient PlayStation Magazine pour avoir leur CD de démo. Et beaucoup de gens qui l'ont lu à l'époque vous diront justement, moi, je ne l'ai pas lu. Par contre, j'ai joué à un paquet de jeux. Et j'avais pas les moyens de m'acheter de jeux, mais grâce au CD de démo, j'avais toujours des jeux pour jouer sur ma PlayStation, même si je pouvais pas m'acheter de jeux en soi. Donc s'il y a des personnes qui connaissent rien aux jeux vidéo, les CD de démo, c'est tout simplement des versions de démonstration des jeux. Donc on a accès juste, par exemple, au premier niveau, etc. Voilà. Et c'est vrai que c'est devenu un vrai enjeu au fil du temps, une vraie négociation aussi des sagas iconiques comme Tomb Raider. Il pouvait y avoir des négociations à base de gros chèques sur la table. De centaines de milliers d'euros. Voilà, là, j'ai plus le chiffre en tête, mais on en parle. On cite une anecdote dans le livre à ce sujet. Et donc, c'est devenu un vrai enjeu parce que ça faisait vendre des magazines par camion, quoi. Et aussi, par rapport au cursus, au parcours de ces personnes-là, on l'a déjà dit, il y avait une majorité de personnes assez jeunes, mais même dans les adultes, Yvan Godet, qui a été à Joystick à l'époque, nous raconte que lui, il avait fait des assez longues études quand il est arrivé dans cette presse-là, et que lui, c'était une sorte d'ovni d'être quelqu'un avec un parcours aussi universitaire, que dans les magazines consoles de manière générale, les gens qui écrivaient, ils étaient entrés soit par passion, soit par des copains, par des jeux de copinage, vaguement une formation supérieure, mais pas du tout une carrière de journaliste. Et arrivé à un moment où ils devaient choisir entre suivre des études ou poursuivre leur carrière dans ce qui était au départ qu'un petit job. Et puis comme on gagnait bien sa vie, on va y venir tout de suite, et Marc pourra peut-être nous servir de point de comparaison, évidemment, ils avaient envie, et avec toutes les conditions de travail
extrêmement positives qu'on a décrites, ils restaient, quoi, tout simplement. Ça gagnait mieux que la fac, c'est ce que nous disait TSR, Jean-François Maurice, qui était à Joypad à l'époque, donc le choix était après, pour lui, était vite fait. Et juste, c'était 130 000 € actuel pour le CD de démo de Tomb Raider. Donc c'était quand même un sacré chèque, mais au final c'était rentable d'avoir une démo comme ça parce que ça allait se vendre par paquet. T'es très fort à retrouver le chiffre en live, bravo. Moi, quand j'ai le PDF, je fais des recherches dedans, mais dans le bouquin, je ne suis pas encore assez entraîné. Donc c'est des rémunérations qui étaient assez hors normes pour l'époque, et puis ce qui était hyper particulier, et ça Marc, tu vas sans doute pouvoir réagir, c'est qu'on gagnait souvent mieux sa vie comme pigiste. Donc le pigiste, c'est la personne qui n'est pas salariée, en tout cas qui n'a pas de revenus fixes, qui est payé à l'article. Il y a même des anecdotes de personnes à qui on a proposé d'être rédacteur en chef, un poste peut-être pas le plus haut placé, il y a directeur de la rédaction, machin, mais un poste très haut placé. Je me dis non, je préfère rester pigiste parce que on gagne mieux sa vie et on a une grande liberté. Donc on vous a... Et puis il n'y a pas de précarité réelle de l'emploi parce qu'il y a tellement de choses à faire. Souvent, c'est des groupes qui possèdent plusieurs magazines, donc on travaille sur plusieurs magazines. Donc ils savaient que de toute façon, même en restant pigiste, ils risquaient pas du jour au lendemain de plus avoir rien à faire. Ils auraient toujours du travail et plutôt bien payé. Alors peut-être un bref commentaire. N'oublions pas que vous voyez le chiffre de 22 000. Donc c'est ce fameux journaliste qui a refusé d'être engagé, de devenir même le patron de la rédaction. Il préférait naviguer à 22 000 €. Donc c'est des chiffres d'aujourd'hui. Yves a actualisé avec... Tu les as actualisés en prenant en compte l'inflation, etc. Oui. Ce que j'allais dire, si c'était 22 000 € de l'époque, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut doubler pratiquement. Oui, voilà. Non, c'est 22 000 €. Donc 22 000 boules, c'est déjà pas mal. Hein, c'est par mois. Hein, par mois, ça va, quoi. Je veux dire, on regarde tous un peu notre... Julie, tu fais combien, toi, par mois à l'avenir? Un ordre de grandeur. Oui, mais enfin, 2000, 2005 net, 2000 net, voilà, et ça bosse, hein. Et ça bosse. Derrière, il bossait sans doute aussi. Oui. Ce qui veut dire que là-bas, on arrivait finalement, c'est une star, c'est un baron, celui-là, c'est un Top Gun, mais on arrive quand même là à des sommes qu'on commence à voir apparaître dans par exemple, des journalistes de la télévision. Hein, c'était l'époque des PPDA, c'était l'époque de tous ces présentateurs vedettes qui commençaient à gagner, et aussi parce qu'on voulait les payer très très bien pour qu'ils ne passent pas ailleurs. Ça veut dire qu'ils travaillent pour un seul magazine ou ils travaillent pour plusieurs? Alors souvent c'est comme je pense que des mercenaires. C'est le cas. En fait, il y a aussi le cas des groupes de presse qui vont avoir trois magazines, par exemple, et les différents rédacteurs vont se retrouver dans les trois. Ça, c'est une pratique qui est assez classique. C'est assez classique. Et PlayStation Magazine, typiquement, ils travaillaient tous dans Joypad, en général, qui était le multi-console, et en même temps PlayStation Magazine, et en même temps d'autres dédiés sur d'autres machines. Ce qui est le plus inconfortable pour la presse classique, que je connais mieux évidemment que ceci, mais puisqu'on fait un peu de mise en relief, généralement, on peut travailler effectivement pour différents titres, de préférence du même groupe de presse. On peut rarement, par exemple, travailler où c'est très inconfortable pour le concurrent, par exemple. Pour Le Monde Libé, par exemple, ou chez nous, le soir, la Libre, c'est toujours un peu complexe. Par contre, travailler pour un régional, un local, et puis pour un national, même s'ils ne sont pas du même groupe, c'est jouable. Parce que la grande difficulté que l'on a, et je ne sais pas si c'est le cas des journalistes que vous avez rencontrés, qui sont indépendants, c'est j'ai un scoop, j'ai vraiment la toute belle info, et je le donne à qui ? Je le donne à mon journal A ou à mon journal B ou à ma radio A, ma radio B, parce qu'on fait aussi les mercenaires dans les télés et les radios. C'est là évidemment le grand casse, parce que si vous le donnez un jour à l'un, l'autre va dire putain, pourquoi tu ne me l'as pas filé à moi, etc. Alors c'est comme ça que parfois il y a des indépendants qui parviennent aussi à faire monter leur code d'amour, parce que ce sont des gens qui sortent des affaires et qui régulièrement, et ce sont des gens qui se font un peu remarquer. Mais bon, là, on a affaire évidemment à quelqu'un d'un peu au-dessus de la courbe, mais l'anecdote est très amusante. Mais les salaires moyens sont plutôt dans les 4 000 à 6 000 €, c'est ça? Ça dépend des époques, mais oui, c'est ça. Voilà. Les chiffres actualisés, donc on peut les comparer avec des chiffres d'aujourd'hui.
Voilà, chacun se pourra situer. Donc dans les années 90, 4 000 € pour un rédacteur en chef chez Hachette, secrétaire de rédaction plus ou moins 2 200 €. Ouais. Et alors on a fait le travail jusqu'à aujourd'hui où évidemment ça gagne moins bien. Quoi. Bah oui. On est à 40 € la page pour les piges, à 1 900 € par mois chez Canard PC. Ouais, ça plonge. C'est pas non plus la fin du monde, mais on est largement descendu. C'est au moins 2 fois moins que 75 € à la grande époque de HDP Hachette. Mais là on est payé à l'objet, on n'est pas payé à la journée, on n'est pas payé à la semaine, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est plutôt à la pige. Hein, oui, voilà, c'est à la pige. C'est vraiment les pigistes, quoi. Ok. Aujourd'hui, on peut parfois travailler à la journée à 150-200 €, mais parfois c'est beaucoup moins dans certains journaux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un journaliste de la presse moyenne belge, le soir, RTC, etc., la télé paye un petit peu plus, mais on est un petit peu dans ces eaux-là, hein, Julie vient de le dire. Mais parfois, alors, il y en a qui ont effectivement des magazines qui payent beaucoup mieux. Je songe à Médor, par exemple, qui adapte, parce qu'il y a des tarifs qui sont prévus par l'Association des journalistes professionnels, et il y a des tarifs recommandés. Certaines rédactions sont très respectueuses de ça, mais il y a beaucoup de cochons dans l'histoire qui se font avoir. Hein. Enfin, voilà. Et puis pour ajouter à cet enjeu que Marc a évoqué, il y a sur la question du scoop et de à qui je le donne, il y a aussi la question des marques et de la concurrence entre les marques de consoles de jeux vidéo. Parce que donc, quand Hachette, donc un grand groupe d'édition, a le PlayStation Magazine, et que sur leur magazine généraliste qui parle de toutes les autres consoles, ils font un numéro spécial sur la Dreamcast, la console de Sega, la marque concurrente, bah là ça fait grincer des dents évidemment. Alors bon, c'était pas des problématiques trop importantes, en général ça se réglait, mais il y avait cet enjeu-là aussi dans les bras de fer et dans les négociations. Et pour en revenir à ce que Marc a dit au niveau je pense que les pigistes de l'époque ne sont pas non plus complètement des freelances. En effet, ils sont vraiment très très liés à un éditeur en particulier. Et d'ailleurs, on a vu, on nous a beaucoup parlé, mais on l'a vu par nous-mêmes, des correspondants ou voire des pigistes ou des rédacteurs qui changeaient. Il y avait un véritable mercato qui se jouait dans les années 90. Il y avait les correspondants au Japon, mais même avec d'autres. Et notamment Player One, qui était un des précurseurs des magazines consoles. Quand on regarde à la fin l'équipe de Player One, on se rend compte que quasiment la moitié passait un moment à Joypad, parce que Joypad c'était HDP, Hachette Digital Press, Hachette Disney Press devenu Hachette Digital Press, qui était le plus gros éditeur qui avait le PlayStation Magazine justement, donc sur le coup. Et finalement, les petits éditeurs n'ont pas pu finalement garder leur talent. Ils ont qui ont été transférés par des magazines qui payaient mieux. Donc, et ça a toujours été le cas, parce qu'on n'en parle pas foncièrement, mais si on revient par exemple sur FJM Publications, là, qui est ici, qui payait 20 € la page, FJM Publications, ça a été créé au milieu des années 90, donc à la fin des années 90, 20 € la page, alors qu'au feuillet c'était 75 € au niveau de HDP. On voit qu'il y avait quand même 2 poids 2 mesures selon les éditeurs avec lesquels on travaillait. Bah oui, ce qu'a dit Marc aussi, tout le monde ne respecte pas les barèmes. On va un peu avancer, alors je ne sais pas si on va commenter ce graphique. Là c'est juste, voilà, le rouge c'est le PlayStation Magazine. Voilà, comme ça vous avez un ordre d'idée, hein, cette espèce d'énorme boss. Et donc c'est des graphiques que vous retrouvez dans le livre et voilà, qui ont été faits par un gros boulot de Yves de dépouillement des chiffres au cours du temps. Et juste peut-être pour ces chiffres-là, ce qui est intéressant de voir, et on en parle aussi d'ailleurs dans le livre, c'est que bon, on est quand même à des niveaux assez élevés. Hein. On est, vous voyez, là au minimum, c'est quoi, c'est 20 000. 20 000. Ah oui, non, bon, 20 000, c'est pas. Bon, on est quand même en moyenne autour de 40 000, entre 40 000 et 60 000. Maintenant, la presse, c'est en général plutôt 15 000. Oui, voilà, pour les magazines en moyenne. Un jeu vidéo magazine fait un peu plus, mais à 30 000, donc on est quand même très très loin. Mais ce qui est intéressant de voir justement, c'est que maintenant on a des magazines qui continuent et qui se battent pour garder leur indépendance, leur ligne éditoriale avec des chiffres assez faibles. Alors qu'à l'époque, on a, alors là je ne sais pas s'il y a Tilt qui est mis, voilà, il y a Tilt qui est mis. Donc quand Tilt disparaît, donc ils disparaissent un an après, donc il y a une année où il n'y a pas de données, mais en 92, un an avant leur disparition, ils sont encore à 70 000. Donc bien entendu, si les gens qui travaillent maintenant dans la presse jeux vidéo qui voient ça, ils disent mais pourquoi ils ont arrêté Tilt alors que ça se vendait encore à 70 000. Et même Player One à la fin de sa vie, qui doit être, je ne sais pas s'il y a Player One là-dessus. Ouais, le triangle, là, celui-là. Voilà, donc pareil, un an avant sa disparition, il est encore à 40 000. Je veux dire, ça paraît pas...
Mais on n'est pas dans l'optique actuelle, on est sur des très gros groupes de presse, et les gros groupes de presse, il faut qu'il y ait des gros chiffres, et impérativement, c'est plus les petits éditeurs plutôt indépendants maintenant qui vivent avec des moyens beaucoup plus faibles. Là, il y avait des frais de fonctionnement, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses en plus qu'on explique sur la fin de Player One ou Tilt, qu'on aussi joué, c'est pas que les chiffres, mais ça peut paraître surprenant du point de vue actuel de voir des magazines qui disparaissent parce qu'ils vendent que 40 000. Oui, ça donne un ordre de grandeur et de manière globale aussi sur la crise de la presse au sens large, quoi, et sur, avec l'arrivée d'Internet qui est évidemment un acteur important. Et on va revenir. Est-ce qu'on y vient maintenant ou tu veux évoquer les magazines un peu particuliers? Là, c'est peut-être pour montrer certaines particularités françaises qu'on ne trouve pas par rapport à nos recherches qu'on a faites sur la presse étrangère. Je terminerai plutôt par micro-simulateur, mais il y a 2 particularités françaises, juste voilà pour votre information, je dirais. Il y a les magazines de stratégie qui sont fortement développés en France, alors qu'il y en a relativement peu ailleurs dans le monde, notamment Cyberstratège, ensuite PC4Work, et en fait, on en parle dans le livre, c'est la même personne qui est derrière, qui marchait plutôt bien. Il y a la particularité, je pense, du magazine Pocket Video Games. Là, on est vraiment sur les consoles portables. Les consoles portables, c'est toujours un peu le parent pauvre de la presse. C'est-à-dire, c'est un peu comme le smartphone actuel. Il n'y a pas véritablement, c'est pas mis en avant dans les titres de presse. Et c'est très surprenant parce que ça a quand même très bien marché. Je veux dire, la Game Boy, 120 millions d'exemplaires dans le monde, ou même plus. Non, c'était ça, je dirais 120 millions. Et il n'y a jamais aucun magazine qui a essayé de faire, et là je parle au niveau mondial, spécifiquement un magazine dédié aux consoles portables, à part Pocket Magazine, qui est édité par un éditeur qui sinon est également très inspiré d'Hebdogiciel, puisqu'ils font aussi beaucoup d'investigations, des attaques un peu directes, etc. Un peu comme le Canard enchaîné. Et juste pour revenir sur la particularité micro-simulateur, bien entendu ça redevient à la mode maintenant que Flight Simulator le nouveau est sorti. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Micro-Simulateur Magazine, à l'époque devenu Micro-Simulateur, ça a été lancé en 1992, c'est un magazine qui existe encore, c'est-à-dire que c'est le plus vieux magazine en activité en France, mais c'est finalement un magazine de niche parce que très peu de gens le savent, parce que derrière il y a une communauté fan de simulateurs de vol, et quand on est fan de simulateurs de vol, en général, on a des équipements, vous voyez, on a carrément un cockpit, enfin j'exagère, on peut avoir un cockpit dans son salon, donc on peut largement acheter un magazine tous les mois. Et je veux dire, c'est quand même une communauté qui a un moyen, parce qu'en général, en plus, ils ne jouent qu'à ça. C'est en général des gens qui ne jouent que aux simulateurs de vol, ils ne jouent pas aux autres types de jeux. Et ce qui est intéressant, donc, c'est un magazine qui est toujours en activité et qui, entre 2006 et maintenant, il n'y a pas eu un seul flight simulator ou simulateur de vol nouveau qui est sorti, mais rien qu'avec l'importance de sa communauté, des add-ons supplémentaires. Alors, des add-ons, c'est-à-dire par exemple vous avez un nouveau modèle en fait, la communauté crée eux-mêmes des nouveaux modèles de vol, des nouveaux avions, des nouveaux trajets, des nouvelles cartes, etc. Et que rien que grâce à ça, ils réussissent à survivre et finalement à se vendre relativement correctement parce qu'il y a une communauté qui est derrière et qui est importante. Voilà, je voulais leur rendre l'hommage et je crois, j'ai fait un petit classement parce que j'aime beaucoup le classement au niveau mondial et je crois que Micro-Simulateur c'est le 10e magazine le plus ancien du monde. Donc, mais au final, la majorité d'entre vous, et même les gens de l'époque qui ont connu l'âge d'or des années 90, ne connaissent pas ce magazine. Et finalement, c'est un magazine qui... Alors ça se vend surtout sur abonnement maintenant, c'est pas trop facile de le trouver en kiosque. En bonne revue de niche, ouais. Voilà. On va avancer parce qu'on est bavard et que ça serait chouette de prendre aussi des questions, soit dans la salle, soit du chat s'il y en a. Mais on ne peut pas refermer cette conférence sans évoquer cet acteur-là qui s'appelle Futur. On dit Futur par simplification parce qu'au départ c'est Edicorp Publications à la naissance en 92, puis ça devient Futur France, Yellow Media et ça finit sous le nom Mercet. En gros, c'est un acteur qui va racheter, qui va essayer d'avoir un monopole, qui va se mettre à racheter toutes les grandes revues du milieu et qui en parallèle va lancer énormément de titres. Et donc, on voit qu'il il lance plein de magazines. Il y en a plein qui s'arrêtent après moins de 5 ans. Et pour autant, ils ne s'en tracassent pas. C'est-à-dire que c'est Vincent Holmes, qui était rédacteur en chef chez cet éditeur-là, qui nous dit c'est une époque où, effectivement, on avait un lancement de titre chez Futur. Le titre se plantait.
en moyenne en 10 ou 11 mois, une petite année, avec une nouvelle formule dedans pour faire bonne figure. Et puis, quand le titre était mort, tu te disais « Ah, quand même, c'est dur, on a perdu un titre. » Le mois d'après, on en lançait 2. Donc, il y avait cette espèce de boulimie, d'inondation des kiosques, d'une part, et puis en même temps, le rachat de titres iconiques comme Joypad, Joystick, Console Plus. Et là, plein de rédacteurs historiques du magazine se cassent, quoi, tout simplement, ne veulent pas en entendre parler, qu'un acteur qui vient de Grande-Bretagne et qui a une image plutôt de publicitaire, marketing. Yvan Godet les appelle les vendeurs de yaourts. Donc voilà, ils le voient vraiment d'un très mauvais œil. Ils se disent on va complètement perdre notre liberté. Donc d'où l'image du Titanic dans le dernier édito de Trazom Nourdin-Nini, le rédacteur en chef de Joypad à l'époque. Ils y disent, on va perdre notre liberté, ça va être le marketing va prendre le pouvoir, on va plus avoir de liberté éditoriale, etc. Et en plus, donc en parallèle, ils vont tuer plus ou moins toute la concurrence en inondant les kiosques. Le principe étant simple, vous arrivez dans un kiosque, si vous avez 20 magazines et que 10 appartiennent au même groupe, vous multipliez les chances finalement d'acheter que la personne qui n'est pas abonnée, qui n'est pas fan d'un magazine en particulier, achète un magazine de futur presque par hasard, et finalement que ça diminue à la fin la part de marché de tous leurs concurrents. Donc les gros concurrents, ils les rachètent, et les petits concurrents vont subir de plein fouet cette méthode, mais qui a d'ailleurs été appliquée par beaucoup d'autres éditeurs. Alors, je ne sais pas si c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez commun dans la presse spécialisée en dehors du jeu vidéo, de cette méthode d'essayer d'inonder les kiosques de titres. Alors évidemment, il y a la presse dite généraliste et conventionnelle qui appartient souvent à des grands groupes, singulièrement en France d'ailleurs et ailleurs, mais on va rester sur nos contrées francophones. En Belgique, c'est évidemment aussi des grands groupes qui détiennent la plupart des titres. Je pense au groupe Rossel, je pense à toute une série de groupes, le Pers Group du côté flamand, qui sont les deux grands groupes. En France, vous avez évidemment le groupe Le Monde, qui était quand même très impressionnant, qui n'a cessé de racheter. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène de concentration vécu par la presse vidéoludique est un petit peu décalé, évidemment, parce qu'elle est plus jeune. Puis évidemment, Internet, vous allez y arriver, va faire changer évidemment les habitudes de lecture et les comportements des différents joueurs qui vont peut-être trouver des informations autrement. Mais ce qu'il faut remarquer en tout cas, c'est que ce phénomène de concentration, que ce soit dans la presse écrite, dans la presse audiovisuelle, on risque de le voir, ou même dans le secteur numérique, à la fois ça peut être des groupes qui sont spécialisés dans l'édition, qui font leur marché. On voit des titres effectivement disparaître. Par contre là, il y a... on en recrée 2, on en recrée 3. Il y a une espèce de... on s'en fiche, on clone, on fait autre chose, on trouve un nouveau titre, et on reprend les mêmes gamins, et on change la formule, ou on copie un peu, et puis on change la cover, on change de titre, et puis hop. Et ça donne l'impression qu'il y a toujours du neuf. On a oublié l'autre. Donc on crée une espèce de jetable et de remplaçable immédiatement. Donc on clone un peu les magazines. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir dans les groupes que vous avez là-bas, est-ce que ce sont des groupes de presse? Il y a Hachette à un moment donné qui va être très fort, Hachette qui porte bien son nom d'ailleurs, Hachette. Mais Futur, ça appartient à... C'est quel profil les actionnaires, les propriétaires? C'est une marque britannique. C'est britannique, on est bien d'accord. Qui édite des magazines spécialisés. Mais donc ils sont dans le milieu éditorial, c'est ça? Oui, mais le milieu éditorial, peut-être au sens moins noble, avec des publications un peu tabloïdes, un peu machin, et une relation publicitaire qui est très forte. Très forte. Donc c'est ça qui dérange tous ces journalistes français très... C'est ça. Qui indépendant. Parce que Hachette, c'est quand même le groupe Lagardère qui fait vraiment autre chose, par exemple. C'est un gros groupe de presse et d'édition et de librairie. Bolloré, lui, il n'est absolument pas, évidemment, au départ, un homme qui travaille dans les médias, mais on sait qu'il a racheté le groupe Canal+, C8, etc. Mais à côté de c'est quelques pourcents dans l'ensemble de son chiffre d'affaires consolidé. Dassault, la famille Dassault, c'est la même chose. François Pinault, c'est la même chose. Donc on sent Bouygues aussi, il fait d'abord dans le BTP, donc le bâtiment et les travaux publics, puis il devient patron et propriétaire de TF1. Donc voilà, et on a vu la même chose avec Berlusconi en Italie, qui a eu évidemment toute une grande partie de la presse quotidienne et les magazines italiens on va dire d'info générale et parfois un peu glamour et un peu genre Pentos et des choses comme ça. Mais en même temps, il va faire main basse aussi, d'abord par son groupe privé sur une série de chaînes de télévision. Alors,
alors c'est des chaînes télé plutôt ludiques et plutôt racoleuses et plutôt pour la ménagère de moins de 50 ans, de moins de 40 ans, de moins de 30 ans. Mais alors quand il devient président du Conseil italien, il devient en même temps le patron de la RAI, donc en gros France Télévisions, quoi, hein, donc, mais en même temps il fait son business dans plein d'autres choses. Donc voilà, c'est très compliqué parce que chacun peut créer ses modèles, mais en tout cas on voit toutes les cas de figure. Mais en tout cas ici, on voit donc des groupes de presse spécialisés, mais on peut avoir aussi un groupe industriel qui se dit je vais aussi m'intéresser aux jeux vidéo par une série d'entonnoirs. Voilà, peut-être le petit commentaire que je pourrais faire. Je sais pas, Boris, si tu me corriges, mais j'ai l'impression que c'était quand même plutôt des groupes de presse spécialisés, parce que Futur était quand même beaucoup spécialisé sur la presse, Internet. Mais en fait, ce qu'on peut faire pour compléter ça, et c'est vrai qu'il y a une dynamique de bras de fer qui est très intéressante, mais c'est que, oui, Hachette, c'est un grand éditeur qui fait plein d'autres choses et qui a aussi... Elle, le magazine féminin, par exemple, dans son catalogue, qui lui aussi a des grandes relations avec les publicitaires, évidemment. Mais dans les années 90, les journalistes jeux vidéo ne sont pas inquiétés, généralement, des pressions publicitaires. Parfois, il y a quelques affrontements qu'on a un peu évoqués, mais ils ont une grande liberté, etc. Et puis avec, d'une part, l'arrivée d'Internet, qui fait que forcément les chiffres de vente baissent pour schématiser, parce que on se retrouve avec toute une série d'informations qu'on peut obtenir gratuitement. On a la vidéo qui monte en puissance, le jeu vidéo, ça se regarde quand même parfois mieux que ça ne se lit. Et donc, évidemment, ça attire toute une partie du public. Donc, il y a ça. Et puis, il y a cet acteur Futur qui devient qui acquiert plus ou moins un monopole. Et du coup, il y a beaucoup moins de marge de négociation. Donc, on a un seul éditeur ou quasiment, qui a la main basse sur l'ensemble, qui fait des logiques de rationalisation des coûts, etc. Et du coup, beaucoup moins de marge de manœuvre pour les journalistes. Donc voilà un peu ce qui fait un peu le déclin de cette presse-là. On l'explique aussi dans le livre, c'est qu'il y a aussi toute la relation avec l'industrie qui a aussi été changée, mais on ne va pas rentrer plus dans les détails que ça, mais que finalement l'industrie s'est mise à beaucoup plus fermer son discours, et donc finalement la presse a eu beaucoup moins de la capacité de tirer des scoops de l'industrie elle-même, ce qui fait qu'à la fin, les différents magazines avaient plus ou moins les mêmes scoops, et impérativement, ça a aussi joué les magazines étaient interchangeables. Mais juste pour revenir juste sur les deux déclarations d'avant, parce que je voulais juste revenir pour un peu schématiser comment ça s'est passé. Futur a tellement pris le monopole que beaucoup d'acteurs ont jugé qu'ils étaient responsables de la crise, y compris, et on le dit dans le livre, des acteurs qui en fait ont disparu alors même que Futur n'était pas un acteur important. C'est un peu comme si c'était un peu devenu le grand méchant loup, quoi, le bouc émissaire par excellence. Et c'était pour moi important de montrer comment ça s'est passé. Les déclarations d'Yann Serra qui dit quand même très clairement, oui mais attendez, la crise c'est surtout la crise des kiosques, c'est la concurrence d'Internet qui a tué les kiosques. Futur a sûrement pris des mauvaises décisions, on parle, qui ont diminué, qui ont sûrement accéléré la crise, mais la crise des kiosques de toute manière était lancinante et n'aurait pas pu être contrée. Et par contre, la déclaration de Brice Nguessan, qui a travaillé à Futur pendant une grande partie de sa carrière, et qui me semble, je pense, assez intéressant de le voir, qui accuse pourquoi Futur n'a pas réussi à survivre. Parce qu'avec des moyens pareils, ils auraient pu réussir à survivre, mais finalement, ils n'ont pas pris le virage d'Internet, ils sont restés sur la presse papier. C'est ce qu'il met, ils sont responsables de son propre déclin, parce qu'ils n'ont pas pris le virage d'Internet. Ils ont eu l'opportunité à un moment de racheter jeuxvideo.fr, ils ne l'ont pas saisi. Si ce virage d'Internet aurait été pris, je pense que Webedia n'existerait pas aujourd'hui. Le Webedia d'aujourd'hui est le Futur d'hier. C'est-à-dire que Futur, avec des meilleures décisions, serait devenu le grand groupe Webedia. Webedia qui a un grand groupe qui possède maintenant jeuxvideo.com, qui est le grand site en la matière. Pour conclure, avant de prendre vos questions, on va faire un grand bond dans le temps et voir qui est encore là aujourd'hui après cette crise de Futur. Parce que donc le dernier Futur, Mersat, disparaît, est mis en liquidation judiciaire fin 2012. En décembre 2012. Et donc, qui est-ce qu'on a encore comme titre de presse jeux vidéo papier aujourd'hui ? Puisque on n'a pas tellement insisté dessus, mais nous, c'est vraiment le focus du livre, c'est la presse papier, les magazines imprimés. On a d'une part les magazines qu'on va appeler consumer, orientés consommateurs,
Jeux Vidéo Magazine, qui est un grand exemple. On pourrait aussi citer Vidéo Gamer, qui s'appelle maintenant Total Jeux Vidéo. Jeux Vidéo Magazine, c'est l'ancien fer de lance de Futur, voilà. Qui est le seul à avoir été racheté. Il est le seul à avoir survécu. A disparu. Il est le seul à avoir survécu. Et ça, c'est un magazine très grand public, qui va annoncer toutes les nouveautés, qui va parler de l'actualité de manière plus ou moins exhaustive, pas trop faire des papiers de fond, mais plutôt essayer de réagir à l'actualité, etc. Donc en fait, c'est le modèle un peu à l'ancienne, sauf qu'avant, il y avait place pour des magazines comme ça, et il y avait place pour une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Là, il n'y en a plus qu'un, peut-être deux qui se battent un peu en duel, mais c'est lui le leader incontestable. Ouais. Et à côté, un magazine, là vous avez le tout premier numéro en 2003, créé par des anciens de Joystick qui quittent le navire quand Futur arrive, Canard PC, qui se distinguent par leur ton, par leur blague, par leur indépendance, parce que c'est une société de presse indépendante qui a été créée par les journalistes qui ont voulu reprendre les capitaux. C'est la même chose pour une autre revue, JV, le magazine JV, qui a été créé aussi par des anciens de Joystick, mais plus tard, et de la génération d'après, mais qui ont aussi brisé leur tirelire et avec leurs petites économies lancé leur boîte. Et puis comment est-ce qu'on se différencie par rapport à tous ces sites, à YouTube, au streaming, aux vidéos en ligne, etc. On peut faire de l'enquête, bien sûr. Donc Canard PC a misé sur ça. Ils ont été parmi les premiers à faire de l'enquête sur les conditions de travail dans le jeu vidéo de manière aussi poussée. Et maintenant, ça fait des petits, c'est-à-dire qu'on voit que ça intéresse autant de la presse généraliste comme Libération, des pure players comme Numérama. Le Monde aussi a fait beaucoup d'enquêtes. D'ailleurs, ils ont aussi sorti en premier, aux côtés de Canard PC, cette première investigation sur l'affaire, ce qui s'appelle l'affaire Quantic Dream. Et puis, il y a cet aspect humain, donc le fait de pouvoir mettre la caméra sur les personnes qui font les jeux vidéo. Donc historiquement, la presse magazine des années 80, 90, 80 justement un peu moins parce que Tilt avait ses méthodes assez journalistiques, oui. Mais dans les années 90 avec l'âge d'or, on est à fond sur le jeu vidéo, c'est quoi les nouveautés, combien, ce que disait AHL, combien il y a de coups spéciaux, combien il y a de niveaux, machin bazar. Et là on va être beaucoup plus dans des articles qui vont prendre de la hauteur, qui vont faire parler les gens, dans Canard PC et JV, je parle, beaucoup moins dans Jeux Vidéo Magazine, et qui vont parfois prendre le jeu vidéo comme un simple prétexte pour un reportage. Un sujet chez Canard PC sur le jeu vidéo en prison parle très peu du jeu vidéo en soi qui est pratiqué dans les prisons, mais parle beaucoup plus des prisonniers, de comment le jeu vidéo constitue une échappatoire pour eux, de comment ils s'organisent, etc. Et donc, voilà une des pistes aujourd'hui pour survivre et pour continuer à prouver au lecteur qu'on a une valeur ajoutée et qu'on mérite d'être acheté en kiosque et pas d'être lu sur le web, et parfois d'être soutenu par le financement participatif face à la crise sanitaire, etc. Peut-être pour essayer de résumer ça, c'est vrai qu'on est quand même sur un type de presse qui est maintenant un peu dichotomique, avec d'un côté donc, le Consumer Magazine où le jeu vidéo est vu comme un produit, pour citer William Oduro, et justement les magazines qui essayent plutôt de voir le jeu vidéo comme un produit culturel ou la pratique du jeu vidéo comme un objet culturel, comme un objet culturel. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas complètement fermé. C'est-à-dire que les magazines comme Canard PC ont beaucoup d'articles sur les produits culturels, mais en même temps aussi des systèmes de tests qui sont encore très produits. Et en contrepartie, Jeux Vidéo Magazine peut également s'ouvrir, ou d'autres magazines de ce style-là, à quelques investigations, etc. Mais en général, donc c'est pas tout blanc ou tout noir, mais il y a quand même plus vraiment, il y a quand même cette dichotomie entre magazines qui voient plus produit culturel, le jeu vidéo comme un produit culturel, et ceux qui voient plus comme un produit de consommation. Voilà ce qu'on pouvait dire de Press Start. Il y a évidemment plein d'autres choses dans le bouquin. Est-ce que tu veux... D'abord, on va vous applaudir. Pardon. Oui. On y va, on vous pose des questions. Alors, les internautes, ils peuvent poser ou... Ouais. C'est vrai qu'on l'a même pas dit. Donc on va... Alors, combien de temps, on va répéter pour le micro, combien de temps avez-vous mis pour consulter tous ces magazines, toute cette masse, et physique et numérique ? Moi, honnêtement, j'ai commencé probablement en 2010. Après, je dis pas que j'ai fait ça de manière régulière,
Mais oui, j'ai commencé à consulter mes premiers magazines en 2010. C'était un peu ma base pour la préparation des podcasts que je faisais avec l'association mo5.com, qui ont après permis justement attirer ma curiosité pour après que j'essaie d'en... Donc, Mais en ordre de grandeur, peut-être quand on met bout à bout sur X années, ça fait quoi? 5 ans, un mois, 2 ans, de travail intensif. 2 mois, 3 mois par an. Ouais, voilà, c'est 5 ans de travail intensif, mais c'est pas non plus que 5 ans à consulter les magazines, c'est aussi interroger les journalistes et utiliser d'autres sources. Okay. Et moi j'ai travaillé 2 ans sur le livre vraiment de manière assidue, et avant il y avait la thèse qui m'a aussi amené à lire des magazines, et ça j'ai commencé en 2016, donc oui, on plonge dedans au quotidien, et donc c'est des heures passées sur Abandonware Magazine, et puis parfois les archives papier. Il y en a que ça fait rêver, hein, gagner sa vie à regarder des jeux vidéo, à les essayer, des magazines. On continue, quelle autre question ou des réflexions? Allez-y, peut-être du côté des internautes pendant que tu checkes. Ouais, bon, on a un peu parlé, on peut rappeler le tirage de la presse papier Donc des survivants. Ouais, c'est autour de 15 000, 20 000 pour Canard PC, voilà. Plutôt 30 000 pour jeux vidéo. 30-35 000 pour jeux vidéo magazine, après il y a aussi les abonnements numériques maintenant. Et donc évidemment c'est une presse qui a beaucoup besoin du soutien de ses lecteurs et lectrices et qui fait beaucoup appel au financement participatif. On consacre un petit bout du livre à la crise de Prestalis, qui est un acteur de la distribution important de la presse dans son ensemble en France, mais qui touche d'autant plus les petites maisons d'édition. Voilà, et comme il n'y a plus que des même Jeux Vidéo Magazine maintenant est plus ou moins une petite maison d'édition par rapport à ce que c'était avant. Donc oui, la crise de Prestalis qui fait que les magazines à un moment n'étaient plus distribués dans une certaine partie de la France, ça a impérativement impacté toute la presse. Et en plus, bon voilà, après on parle aussi un petit peu du Covid, puisque bien entendu tout s'enchaîne et malheureusement aussi à un mauvais moment. Et donc c'est pour ça que le financement participatif peut être aussi important. Et il y a un chiffre qui me semble intéressant, c'est le chiffre de JV qui a à peu près une diffusion de 6 000 par mois. Donc c'est complètement inconcevable par rapport aux chiffres qu'on voyait au début. C'est quelque chose mais même 15 000 par mois, je pense qu'aucun éditeur n'aurait fait perdurer un magazine comme ça. Et donc c'est des magazines qui vivent de leur passion, mais qui font aussi beaucoup de sacrifices financiers et qui ont justement besoin du soutien de la communauté. Mais donc pour l'instant, grâce à ce soutien, ça fonctionne, et même sans soutien, il y a certains magazines qui fonctionnent. Mais bien entendu, il y a un gros point d'interrogation par rapport à la crise de Prestalis. On va pas... Enfin voilà, on ne va pas rentrer en détail là-dessus, mais la crise du Covid, qu'est-ce que ça va avoir également comme impact sur la lecture, puisque là aussi les kiosques ont été fermés dans la majorité dans toute la France, et je pense qu'en Belgique aussi c'est pareil. Bien sûr. Pendant 2 mois, et ça, quand on est un petit éditeur, c'est autant de manque à gagner. Bien sûr. Peut-être pour donner, Yves, si tu permets, une petite mise en relief, puisque là on est dans la presse spécialisée jeux vidéo, comme il y a la presse sur le jardinage, sur les animaux, sur l'informatique, sur la science, sur la philosophie, sur être bien dans sa tête, etc. Et il y a la presse généraliste qui était censée avoir les plus gros tirages. Donc en France, à l'époque, on va dire des années encore 2010, le journal Le Monde sortait tous les jours, donc imprimé, ça veut dire qu'il était lu, comme Canard PC, sans doute plus par 2, 3, 4, 5 personnes, mais vendu, c'était en moyenne 350 000 exemplaires du lundi au samedi, en sachant que le samedi est souvent plus fort que le lundi. Mais la moyenne lisse, 350 000 exemplaires. Au même moment, on est à 120 000, 130 000 pour Libération, pour donner un ordre de grandeur. Aujourd'hui, Le Monde se tasse, mais résiste pas trop mal. Il est plutôt dans les 250 000 à la grosse louche, plus Internet, etc. Là, je passe toujours du papier imprimé. Libé s'est cassé la gueule, est à 15 000. Donc ça veut dire que ça veut vraiment la branler, quoi. Alors si on prend maintenant un journal que je connais un peu pour les Belges, les internautes belges, moi le soir, quand j'y étais encore, on venait des années 80 aussi avec des tirages de 250, 300 000, mais nous c'est sur 4,5 millions de francophones. Le Monde, c'est sur 66 millions de Français. Donc le ratio était quand même un peu différent. Certes, on a une assise avec moins de titres différents, mais ça veut dire que c'était quand même des gros tirages en proportionnalité. Et Libé, alors, c'est vraiment ridicule, quoi. Même 120 000 à l'échelle de 66 millions de Français, ça fait un ratio très différent. Donc le soir, on était au tournant des années 2000 dans les 150 000, 160 000. Et là, aujourd'hui, le soir, certes, il y a de nouveau Internet, etc., qui compense, mais en presse papier distribuée et vendue, on est aux alentours, et j'ai des chiffres qui vont être assez terrifiants, on n'est même plus à 40 000. La Libre est
aux alentours de 20 000, 18 000, ça dépend un petit peu. Donc finalement, la presse jeux vidéo s'en sort pas si mal. Donc c'est ça que je voulais dire. Après, c'est à l'échelle de la Belgique francophone. Bien sûr, mais c'est ça que je voulais dire. Tu vois, c'est assez fou. Et pour un magazine généraliste, Le Vif aujourd'hui, qui a été aussi a eu son âge d'or à des 120, 130, 140 000 ventes, aujourd'hui n'arrive même plus à 25 000 ventes. Donc ça devient aussi un gros souci. Il vient d'ailleurs de débarquer, un de mes potes d'ailleurs, Thierry Fiorilli, comme rédacteur en chef. On essaye maintenant une madame qui était la numéro 2 de l'écho de la Bourse, si vous voulez, qui a repris l'affaire en main. Elle est là depuis quelques mois. C'est chopé évidemment le Covid comme tout le monde. Donc on va voir, je n'ai pas les derniers chiffres. Mais voilà, donc c'est pour vous dire que... Voilà, il y a un truc intéressant que tu dis, c'est en effet la compensation par rapport à Internet. Parce que ce qu'on constate sur le coup, sur la France, c'est que finalement la compensation, elle n'est pas énormissime. Il y a Canard PC qui a quand même un site Internet qui est dans, je crois, dans le top 15 des sites Internet francophones, qui fonctionnent bien. Mais typiquement, des magazines comme JV n'ont pas forcément de site Internet. Jeux Vidéo Magazine n'en a plus véritablement. Ça, par contre, fou, ils ont du stream. Ils ont du stream qui, là, sur le coup, s'est développé aussi, là, en partie pendant le Covid. C'est ça, en gros... Après, je ne sais pas, en termes de modèle économique, si ça peut compenser... c'est plus du bonus, quoi. Et ils s'y mettent aussi parce que ça devient un peu incontournable de faire de la vidéo aujourd'hui. Parce qu'en parallèle, évidemment, vous avez la pub qui baisse, donc ce sont des gros suiveurs. Enfin voilà, donc c'est un enchaînement. Et la pub sur Internet, alors là, ça rapporte rien. Oui, voilà, là, on en parle un Il faut 10, 15 ou 20 personnes en plus, multipliées par 10, 15 pour avoir éventuellement l'équivalent. On continue, est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui s'expriment ? Vas-y, Patrick. Alors, les anecdotes. Alors, on en a plein, mais comment choisir ? Il faudrait choisir, mais... Il faudrait en choisir une. Qu'est-ce que ça veut dire si je sais, moi, il y a un truc qu'on a déconstruit, justement, c'est parce qu'il y a aussi les anecdotes sur la nuit, la fameuse nuit des news, où soi-disant les journalistes de Joystick passaient toute la nuit, la veille du bouclage, à écrire comme des acharnés. Et alors, on a tout entendu sur ça. Donc, il y avait des prostituées, qu'il y avait de la coke. Oui. Ouais. Et non. Alors, ils travaillaient... Canular. Ils travaillaient effectivement... c'est une espèce de mythologie de la presse jeux vidéo qui se développe avec ce dont on a parlé, les amis de papier, le côté très humour potache, et on met en scène la vie de la rédaction, comme l'a dit Bjorn. Et donc, ça développe toute une série de fantasmes. Et non, alors effectivement, ils bossaient de manière intensive, et c'était le joyeux bordel. Ils se défoulaient comme ils le pouvaient en 2 séances de boulot, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Mais il y avait aussi ces rumeurs-là autour de Canal+ à l'époque. Bien sûr, oui, évidemment. Comme quoi il y avait des pots de cocaïne dans les loges, etc., qu'ils arrivaient tous avec de la poudre plein de pif. Il y a eu aussi... Et là, le problème, c'est que c'était vrai. Voilà. Avec Bolloré, c'est fini. C'est fini, c'est du Château Margaux maintenant. Et si on a essayé d'en savoir un petit peu plus sur ces rumeurs, c'est aussi parce qu'on sait qu'aux États-Unis, au tout début de la presse jeux vidéo, donc avant la crise de 84, c'était comme ça. Il y avait en effet de la coke, des prostituées, des trucs comme ça. C'est un des fondateurs du premier magazine de jeux vidéo au monde, Electronic Games, qui a fait sa biographie et il en témoigne. Alors bon, après, on a voulu voir si c'était pareil en France, et a priori c'était pas le cas. Non, j'avais une autre. Mais je voulais juste prolonger, mais on va revenir à l'autre anecdote. Mais comme il y a des prostituées, ça enchaîne sur autre chose. Ça veut dire que c'est principalement des rédactions où il y a des mecs. Ah oui, ça c'est quand même très masculin. Alors ça, on pouvait pas ne pas en parler. C'est un humour qui est assez toxique, assez masculiniste, la presse jeux vidéo. Donc effectivement, beaucoup de réflexions sur les femmes, sur les salons internationaux où on va dire il y a des babes, on va faire un panorama des hôtesses d'accueil des stands, qui sont souvent pas beaucoup habillés. Voilà, et avec des commentaires qui... Comme le salon de l'automobile, on met de la biche, on met du décolleté. Avec beaucoup de remarques sexistes. Par rapport on parlait de Tomb Raider, des historiques du tour de poitrine de Lara Croft, etc. Donc ça, on ne pouvait pas le passer sous silence. Alors on ne fait pas non plus un livre sur ça. Il y a plein de chercheurs et chercheuses qui en parlent beaucoup mieux que nous. On les cite dans l'ouvrage et dans les références, mais on y consacre quelques pages pour quand même dire, il y a ce... Parce que ça existe dans la presse jeux vidéo, comme ça existe dans l'industrie. On voit bien toutes les affaires en ce moment dont on parle
parle balance de ton sexisme, port, etc. Tu voulais raconter une autre anecdote. Oui, voilà, alors, un truc plus amusant, mais alors après on va peut-être me dire que c'est sexiste parce qu'on Non, j'ai pas retrouvé la citation exacte, mais je vais vous raconter. C'est Georges Brice, l'ancien rédacteur en chef de Micronews, qui me racontait ça. C'est pour montrer comment l'industrie au départ n'avait finalement que très très peu de connaissances sur son propre jeu vidéo. Donc c'est-à-dire qu'il y avait bien entendu des attachés de presse qui étaient majoritairement des femmes. Voilà, c'est pour ça qu'il me dit ça. Et voilà. Et donc, lui était rédacteur en chef de Micronews et une attachée de presse lui envoie. Donc à l'époque, parce que c'est beaucoup de moins en moins le cas maintenant, mais les éditeurs commençaient à envoyer les jeux, parce qu'au début c'était pas le cas non plus. Mais ils envoyaient les jeux à la rédaction pour être testés. Donc une attachée de presse lui envoie un jeu, et donc là on est sur une époque où donc c'était des disquettes, c'était même pas. Vous savez, les disquettes molles, 5 bout, là, voilà, oui. Et donc, elle lui envoie la disquette agrafée sur le communiqué de presse. Agrafée. Et complètement agrafée sur le communiqué de presse. Donc, bien entendu, inutilisable. Il l'appelle, il lui dit, ouais, écoute, c'est sympa, nous avons envoyé le jeu, mais tu sais, là, tu nous as envoyé... Elle ne fonctionne pas, la disquette. Tu l'as agrafée, c'est pas possible. Est-ce que tu peux nous envoyer une copie? Et là, elle lui a envoyé un fax avec la photocopie de la disquette et du communiqué de presse. Ah ouais, d'accord. Donc c'était pour montrer qu'à l'époque, les attachés de presse en fait ils comprenaient même pas en fait le produit qu'ils étaient supposés vendre. Ça, et là, après, il nous dit que ça a très très vite changé, mais au début de la presse jeux vidéo, c'était comme ça. On tâtonne vraiment fort. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle aussi? Un petit quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore abonnés ou qui achètent en kiosque ces magazines? Enfin, allez-y. Je me demandais si vous vous étiez intéressé au rétro gaming qui a commencé à arriver à un moment donné. Ouais. Sur la vue spécialisée ou sur le moment où ça apparaît dans les jeux modernes. Oui, on en parle dans le livre, des premières tentatives, et qui justement, donc de rétro gaming, donc la pratique de jouer à des jeux anciens et de vraiment tabler sur la nostalgie. Et c'est plutôt toi qui t'es chargé alors, sur le coup, c'est vrai que c'est Florent Gorge, notre éditeur, est un des premiers à avoir lancé un magazine de rétro gaming en France, le magazine Retro Game. Et ce qu'il nous explique, c'était que ça a très bien marché, de manière à ce que c'était ce magazine-là qui compensait les pertes du groupe des Japan Culture Press à l'époque. Et donc c'est vrai que ce côté nostalgique, on le montre, c'est aussi je dirais que c'est très particulier à la France, parce qu'on a maintenant, sur la quinzaine de titres, parce qu'il y a quand même toujours une quinzaine de titres qui sont actuellement disponibles en kiosque, mais après souvent ça tourne, ça dure 2-3 mois, puis c'est remplacé par d'autres, ça n'a pas changé, sauf que c'est pas les mêmes éditeurs maintenant qui inondent le marché, mais c'est des éditeurs différents qui tentent leur chance par à coup. On a facilement 3 ou 4 titres de magazines rétro gaming. On peut parler alors il y a les magazines classiques, typiquement Video Gamer Rétro par exemple. Mais après, on a aussi tout un tas de magazines qui sont exclusivement sur abonnement, qu'on comptabilise aussi, un peu Player Spirit qui se fait financer par financement participatif aussi. Le MOOC de Pix & Love qui paraît de manière un peu moins régulière qu'à une époque, mais également qui est un magazine book, donc on peut également considérer comme un magazine, même si on le trouve lui en librairie et par abonnement sur Internet, mais on ne le trouve plus directement en kiosque. Ouais. Et donc finalement, en France, on a quand même énormément de magazines de rétro gaming qui ont l'air de plutôt... Il y a Retro Gamer Collection aussi, enfin vous voyez, il y a au moins là, vous voyez 4 ou 5 titres qui sont encore édités à l'heure actuelle et qui a priori fonctionnent plutôt pas mal, parce que c'est finalement presque le plus gros poste de la presse jeux vidéo maintenant, même au-delà des magazines généralistes qui parlent. Il y en a autant de magazines généralistes qui parlent de jeux vidéo que de magazines qui parlent de rétro gaming. Et pour prolonger un peu la question de monsieur, qui est excellente, puisque moi j'aime bien les antiquités, mais pas de jeux vidéo, mais est-ce qu'il y a aussi un marché? Est-ce qu'on va en trouver bientôt dans des foires? Est-ce qu'on va aller chez... C'est affaire conclue chez Sophie Davant. Non, il y a déjà à Drouot, Donc ça commence à devenir des objets qui commencent à coter, un peu comme la BD. Oui, exactement. Des débuts, Hergé n'ont jamais cru qu'on allait vendre tel dessin, tel numéro, etc. à des sommes folles. Ce qui est un peu un donc problème, ça entre dans le marché qui va donc faire, à un moment donné, monter les prix. C'est justement un problème, typiquement pour une association comme la mienne, oui, ça, tout devient cher. Où voilà, on récupère aussi quand même beaucoup de dons et on remercie les gens qui donnent pour préserver ça. Mais en contrepartie, comme maintenant, justement, ça commence à avoir une certaine valeur financière, que ça commence à se connaître, c'est de plus en plus difficile. Donc des fois, on est aussi obligé d'acheter
avec les peu de moyens qu'on Ah a. oui, il y a 30 ou 40 ans, on mettait des flippers sur le trottoir parce qu'ils étaient un peu cassés, mais ils pouvaient être réparés. Et puis hop, maintenant, ils se vendent à des prix, des jukebox, etc., des bagnoles, vraiment. Donc il y a un marché. Oui, il y a un marché de plus en plus. Il y a des sites spécialisés. Oui. Voilà. Björn a une belle collection à la maison. Oui, Björn, il a de l'or chez lui. C'est pour ça que je finance le Game Lab. Oui, c'est ça. Allez, on y va. Peut-être encore une ou deux questions. Allez-y. Ou alors du côté de la... Oui. Quand on voit l'histoire de la presse papier, le vidéo, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire justement maintenant avec toutes les critiques YouTube qu'on a, qui viennent aussi en quantité pas mal sur la presse papier Donc les YouTube, mais côté enquête, c'est ça? Il y a plein on a des sites comme jeux.com qui critiquent des jeux qui... Ouais. Mais on sent aussi maintenant tout cet avènement de petits jeunes qui font des vidéos YouTube pour critiquer des jeux, Ah oui. pour en parler, pour les tester. Ouais, bah ça bien sûr on en parle aussi dans le livre parce que c'est pas parce qu'on parle de la presse papier qu'on peut pas aborder sa concurrence, et donc on a parlé d'internet de manière globale, mais évidemment les vidéastes ont nécessité une adaptation, donc certains journalistes s'y sont mis eux-mêmes à la vidéo, un peu en réaction, puis toujours en essayant de garder leur côté journaliste, critique, etc. Donc ouais, là il y a un rôle à... La petite anecdote d'Olivier Lehmann, mais je me souviens plus exactement le nom, qui c'était au milieu des années 2000, je pense. Donc c'est donc lui pigiste, il a pigé dans beaucoup de magazines. Il est actuellement chez Vidéo Magazine, et il nous dit j'arrivais dans un salon et donc je me mets dans la queue comme tous les journalistes. Et là il voit arriver, genre, je sais presque envie de dire, Diablo X9, ça. Voilà, Diablo X9 dans une YouTuber. voiture, une belle voiture, etc. Il sort de sa voiture et il rentre directement. Et là il s'est dit, là il y a un truc qui a changé. Ouais, là on a. À ce moment, les youtubeurs passent devant tout le reste de la presse. Oui. On l'a vu même dans la presse classique. Au début, quand on allait dans les tours de rédaction, j'ai vu ça au soir aussi. On avait un petit service internet au soir à l'RTBF. Ils étaient quasi dans la cave et on mettait là les journalistes punis. Ou les bourrés du lundi matin, enfin tous ceux qui se disputaient tout le temps avec tout le monde. On les mettait là-bas. Donc allez, sortez de la rédaction. Puis on voit au début des années 2000, tout doucement, alors on a au moins un représentant à la réunion de rédaction quotidienne ou mensuelle ou hebdomadaire selon la fréquentation des titres. Alors on va inviter le responsable du service web du média qui va dire ce qu'il fait, etc. Mais il parle en dernier. C'est toujours le papier qui parle, politique, international, on termine sport, culture, télé, etc. Ah oui, qu'est-ce que tu as aujourd'hui au web? Tous les autres sont déjà partis, on s'en fout. Aujourd'hui, on est allé au Monde l'année dernière avec ces jeunes gens. Qu'est-ce qu'on a vu? Tout de suite, c'est le web, et maintenant le 360 degrés, comme on le voit à l'RTBF, comme on le voit partout. Et aujourd'hui, c'est la difficulté ou la nouvelle manière de répartir l'information, c'est cette info-là. Voilà, on va reconfiner. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait un sujet télé, on a fait un sujet radio, on a fait un sujet web, où on fait deux choses, où on fait tel angle. Et aujourd'hui, évidemment, pour répondre à votre question, ça devient de plus en plus une façon de faire du 360. Jean-Pierre Jacquemin, on prend même l'expression, le grand patron de l'info à l'RTBF, on fait maintenant du 480 degrés, tellement Internet devient lui-même quelque chose qui lui-même remultiplie un peu un certain nombre de choses. Donc c'est vrai que c'est une accélération, je vais employer ça dans une autre métaphore, mais une espèce accélérateur de particules informatives. Voilà, c'est un petit peu ça. On continue. On va prendre une dernière question. Une dernière question, parce que... S'il y en a qui veulent discuter après... Ouais, Une question alors peut-être que j'ai vu une main se lever quelque part. Lucien, non? Quelqu'un? Là, j'ai vu quelqu'un. Oh, pardon, Patrick. Oui, vas-y, pardon. Patrick est caché. Oui. Sur la presse web, jeux vidéo? Ça sera Presse Starcom 2. Non, Oui, c'est ça. Non, non. Il n'y a pas d'études aussi exhaustives sur la presse web, notamment parce qu'elle est plus récente. Donc, jeuxvideo.com, le site le plus important, il se lance en 97. Donc, c'est quand même 15 ans après Tilt. Et Internet ne devient vraiment un acteur pas vraiment important que dans les années 2000, je dirais. Ouais. Donc, je pense qu'on manque un peu de recul, même s'il y a des choses à dire. Alors, voilà, il y a
moi, j'en parlerai dans ma thèse, bien sûr, et de manière générale, on ne peut pas parler d'une partie de la presse sans son autre partie. Mais donc, on parle aussi beaucoup d'Internet dans le bouquin, on donne quelques données, mais voilà, on a voulu se focus sur l'imprimé, tout simplement parce que ça couvrait une période plus large et que beaucoup de gens sont attachés encore à l'imprimé. Et la nostalgie est un grand vecteur. Et pour compléter, c'est pas aussi facile de faire une recherche sur 50 000 magazines, entre guillemets, je dis pas qu'il y en a 50 000 magazines numérisés, et c'est une recherche sur des sites internet dont certains gros, jeuxvideo.fr, jeuxvideopc.com, n'existent plus, donc il n'y a plus aucun moyen d'y accéder. Mais donc jeuxvideo.com, on peut en effet faire des choses pour les sites plus anciens, jeuxvideo.com, Gamecult, mais dès que les sites ont disparu, c'est plus compliqué. Ça, c'est juste du point de vue recherche. Par contre, jeuxvideo.com, il y a quand même eu, le créateur a fait un livre qui raconte l'histoire de l'Odyssée interactive, donc le groupe qui a créé jeuxvideo.com. Très bien, en tout cas un immense merci, je crois qu'on est en appétit. Donc on le rappelle, il y a deux versions, une version, la version standard. Évidemment standard, et puis une version un peu pour ceux qui jouent à machin avec leur cockpit dans leur salon. Pour ceux qui sont un peu plus riches. Voilà, ce ne sera pas mon cas, moi je suis le geek resté à Scrabble, Trivial Poursuite, ça s'est déjà peu évolué pour moi, je vais autant vous le dire tout de suite. Merci en tout cas d'avoir été là. Si vous avez encore un petit peu de temps, les parents de Boris sont où? Mon papa est là. Bonjour Pierrot. Je vous ai vu de loin. Sont allés vite chercher de quoi grignoter, en tout cas boire on offre un verre, ouais. On offre un petit verre, alors que voilà, tout n'était pas prévu pour ici. Merci aux internautes de nous avoir suivis. J'espère qu'on le trouvera donc très rapidement en librairie, j'imagine. Le bouquin sort aujourd'hui. Sort aujourd'hui. Le temps de le mettre en rayon, peut-être qu'il faut attendre 2-3 jours. Et s'il y en a qui veulent, on le vend maintenant. Et on le vend maintenant. Et il y aura peut-être même possibilité de dédicace. Merci à tout le monde, on vous applaudit une dernière fois et on reste. Bonne fin de soirée. Merci.